jeudi 11 octobre. Jusqu'à minuit à CFMJ. Écoutez le biscuit chinois avec Julie, René, Noël, Véro, Bruno et votre animateur, Marc Hugo. Eh bien, c'est bien moi! Bonsoir et bienvenue au biscuit chinois. Toute l'équipe est là. Julie, René, Noël, Véro et notre réalisateur, producteur, Bruno Martin. C'est jeudi. Bonsoir. Oui, c'est jeudi. Et comment? Je me sens comme vendredi. Merci à Michel Caron qui a eu la gentillesse de me remplacer. Et je pense qu'il a apprécié l'expérience. Alors, c'est par lui que j'ai découvert CFNJ il y a nombre d'années. La radio où j'ai encore le plus de plaisir à animer. Alors, j'ai connu Michel au collège Jean-Brébeuf. C'était il y a 30 ans déjà. On étudiait ensemble en communication. Marc Hugo, t'étais à Brébeuf? Eh oui! Tu savais pas ça? Ben non! On le répète tout le temps! Quand j'ai une chance de me donner un peu de vernis, Il était propre à l'époque. Oui, puis j'étais de bonne famille. Ça a bien changé. C'est là qu'il a rencontré Justin. Oui, c'est ça. Oui, Justin, effectivement, fréquentait l'institution. T'as bien raison. Alex, non. Ben oui, il fréquentait l'institution, mais il n'était pas de mon âge. En fait, j'ai fait connaissance avec... on va oublier. Donc, on n'est pas ici parler des Trudeau, mais bien de Michel. Michel qui m'a retracé... Après quelques années, par une photo dans la presse, c'est un article qui parlait de la radio étudiante de l'Université de Montréal, il m'a dit « Je vais me faire embaucher comme directeur des programmes à CFNJ, puis sitôt que j'ai la job, je te fais rentrer comme animateur. » Wow. Puis c'est ce qu'il a fait. Après 3 semaines, j'étais toujours en ondes, seulement Michel Caron, lui, quittait la station pour un emploi plus payant. Il devenait animateur dans un club de danseuses. Ah oui? Ben, Oui, il nous a raconté ça. Son fils a appris la nouvelle également. C'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Et comme René, on a pu l'entendre. Attention, messieurs, 5 $, danse à vos tables. Attention, on accueille à nouveau sur scène l'émoustillante Véronique. Bon, ça y est. Applaudissements tout le monde! Jusqu'à 3 ans, les shooters, c'est 2 pour 1. Et je vous rappelle que vendredi prochain, l'élégance de nuit reçoit Bébé Papillon. 500 livres de graisse. Welcome aux Fat Fuckers. On n'a pas manqué. Elle est vraiment... Vous avez connu Bébé Papillon? Je sais pas, mais Marc Hugo, il connaît ça, Non. par exemple. Non. Bien sûr. Elle est passée par Repentigny, Bébé Papillon. Elle a eu un certain succès dans les années 70, et peut-être même avant. Attends, toi, tu l'as vu dans les années 90. On peut s'imaginer. Il y a des granny fuckers T'es ici. rendu à 700, là. Non. Elle avait pris du mieux. C'était bonifié avec les années. C'était son chant du cygne, 1992 ou 13. Là. Alors, encore merci à Michel Caron. J'ai entendu l'émission. Un pro vraiment, là, belle voix, belle présence, une belle complicité avec l'équipe. Puis surtout su vous mettre en valeur, tout le monde ici. Et Michel va probablement revenir en ma semaine d'absence, parce que je pars dans le sud, première semaine de décembre. Et j'irai où? Au Mexique. Où spécifiquement? Oui. On veut savoir. C'est Véro qui me le dira, elle qui a passé Mon Dieu, mais... une dizaine de jours là-bas. Tu as eu du bon temps, c'est-à-dire beaucoup de cerveza, de tequila, de marijuana, de coca. Je dirais que beaucoup de drinks sucrés, ça c'est sûr. Ça, c'est des drinks sucrés, Marc Hugo. Ça paraît. Ça, en maturie, mais c'est vraiment plus cheap. On boit, on prend du poids, c'est comme ça. Les vacances. C'est la grâce que je me souhaite. Des bons drinks de minoune. Donc, tu t'en vas à Los Cabos. Marc Hugo, quand même, une question qu'on a tous. Comment c'était Elton John? Oui! Elton John. On va consacrer 20 bonnes minutes à ce spectacle. Oh, yes! Oui. Ce soir, ce sera les gars contre les filles. Ah, yes! Ils vont parler. Et je me suis exercé hier en studio. Ma femme peut en témoigner, elle qui dort au-dessus. Non, j'ai chanté tous ses plus grands succès. Disais-je, Véro, beau travail la semaine dernière. Merci. Elle nous disait que plus jeune, elle travaillait aux Galeries Joliette et que des boutiques où on ne parlait pas anglais
réquisitionnait Véro, qui était la seule dans le centre d'achat à parler anglais, pour les aider à traduire ce qu'exprime un client anglophone. Et souvent, lorsqu'on demandait au client d'où il venait, il répondait « Rodden! » Déception. Moi, j'étais déçue parce que je me suis dit, wow, des touristes aux Galeries Joliette. Premièrement, ils se sont perdus. Qu'est-ce qu'ils faisaient là, tu sais? Mais bon, randonnienne. Oui. Et mon directeur des programmes à qui j'avais posé la question, c'est Denis Rock, il y a de cela plusieurs années. Je lui demandais, parce que j'avais un radio quiz à faire, puis j'ai dit, tiens, on va demander aux gens comment on appelle les gens de Rawdon. Alors j'ai dit, Denis, comment on les appelle? Il dit, je sais pas, mais dans le temps, on les appelait les riches. Ah, c'est bon. Mais j'ai appris un tas de trucs. Rawdon, plus de 25 nationalités dès 1910. Ah oui, mais ça, c'est justement après la guerre et le train qui se rendait par là. Donc, les gens sont en venus par centaines. Et puis, c'est ça qui est arrivé. Donc, une des premières villes multiculturelles après Montréal au Québec. Vraiment, 25 nationalités qui coexistent à Rawdon. Et ça, dès 1910. Wow. Et ce soir, quelle sera la municipalité visée? Alors, à la demande d'un auditeur ce soir qui voulait qu'on parle de Sainte-Julienne. Alors, on salue Gilles Philippe ce soir qui voulait qu'on parle de Sainte-Julienne. On le salue, certain. On se salue. Certainement. Et ce soir, on parle de Sainte-Julienne. On parle aussi de la légende qui est rattachée à Sainte-Julienne, qu'on va parler plus tard. Et on parle toujours de quelque chose à manger dans la Naudière, mais là, on va parler de quelque chose à se laver. Alors, à Sainte-Julienne. Et également, on va parler de circuits gourmands dans la Naudière. OK. Il y a de bonnes tables dans la Naudière, ça, c'est sûr. Ah, il y en a beaucoup. Hein? Voilà. Noël, notre dégustateur de vin professionnel, nous parlait de bière belge la semaine dernière. On a eu quelques leçons d'histoire. Hein, parmi lesquels on a appris que s'il n'y a pas de culture ou de production de vin, ça remonte à Louis XIV. Oui, principalement. Mais il paraît que c'est pas vrai. Il paraît que c'est pas vrai. Il y a des gens qui m'ont téléphoné, ils disent c'est pas vrai. C'est pas vrai, Qui c'est non. qui a dit ça? Et en vérifiant sur Internet, je confirme, on a raconté que c'était interdit, mais il s'en poussait de la vigne, puis il s'en produisait encore un petit peu. S'il n'y avait pas de production viticole, c'est en raison des voies de communication qui étaient améliorées. Le commerce du vin français et allemand était plus facile et meilleur, disons-le. Et d'autre part, le climat ne s'y prête pas tellement. Est-ce qu'ils s'en cultivent du vin? Ou enfin, s'en produit en Belgique? Ils en replantent de plus en plus. Mais on n'en vend pas à la SAQ. Non, on n'en vend pas à la SAQ. Je t'avouerais que même en Belgique, c'est pas évident d'en trouver, je pense. Okay. Mais comme au Québec, la production a fortement augmenté. D'accord. Moi, j'ai fait quelques dégustations du vin et c'était pas reluisant. Par contre, le Luxembourg est un solide producteur qui est juste en dessous. Et qui est tout petit? Oui, mais qui produit. Donc, parce qu'il y a une région aussi, dans les Ardennes, il y a comme un endroit où il y a comme un microclimat, la Gaume, du côté belge, et où on arrive quand même à produire des qualités. Après, la raison, je pense que seul le temps, enfin, là-bas, il faudra aller sur place pour le dire, mais je ne savais pas que d'autres personnes avaient d'autres théories, mais c'est sûr que le transport a dû affecter. Mais de là à l'éliminer, parce qu'apparemment c'était une très grande région de vin. Bon. Il y avait une très grosse production. Donc de là, est-ce que s'il n'y a plus rien qui restait, c'est possible, mais moi en tout cas c'est ce que j'avais appris. On se fie à notre spécialiste Noël Fortroy. Noël l'a dit. Hein? Noël l'a dit. Ne lisez pas Internet, les amis. Wikipédia, là. René, lui, nous a à nouveau parlé de marijuana la semaine dernière. En mon absence, il a évalué mon sac de potes. Il paraît que j'en fume mauvais. Ah oui, apparemment que oui. Oh là là, j'aimais pas l'entendre. Heureusement, c'était juste un prop, hein? C'était pas du vrai pot pour les auditeurs, parce que ça serait illégal. Oui. Mais on pourra, notre prop montrait beaucoup de défauts à ton prop, en fait. Il y avait des petits fils de mythe dedans. Qu'est-ce qu'on appelle du prop? Un props. Un prop, c'est un accessoire de plateau. Exactement. Merci. Julie connaît ça. Une chance qu'on a le comité français ici qui est là pour me corriger. Et la semaine prochaine, on va en fumer en toute légalité dans le studio, durant l'émission, du pot acheté à la SAQ. Non, c'est à la Société québécoise du cannabis et ça va être quand même un défi pour nous, les Lanaudois.
parce que je n'ai pas encore identifié une succursale prête pour nous en procurer le 17. Il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, moi, qui vont être obligés de commander sur Internet de d'autres provinces ou faire un petit tour à la colle, pas à la colle, à Lancaster en Ontario ou même à Ottawa. Là. Il y a des succursales. À Montréal, il y en a des prêtes. On ira à Montréal. Hein? Mais dans la Naudière, j'ai entendu que ça s'en vient parce que sur l'application Weedmap, il y a des nids. Je ne vais pas des nids, mais il y a des nids qui vont ouvrir dans la Naudière. Donc, on vous tient au courant, parce que ça s'en vient. Mais effectivement, la semaine prochaine, René, ça risque d'être difficile. Oh, ça va être un défi. Écoute, il y a une des places à Montréal qui a un des points identifiés dans lequel il y a un restaurant en ce moment, avec les tables et des serveurs. Et encore la pancarte, ils vendent des michouis, des trucs libanais. C'est pour les dégustations, ça. Julie, ça va bien? Ça va très bien, merci, Migo. Julie, merci. comédienne, chanteuse, chroniqueur, ex-hôtesse de l'air. C'est vrai. Et quoi encore? Ex-technicienne de collecte de sang de chez Emma Québec. Ex-croupière du Casino de Montréal. Ex-croupière. Et j'en passe. Mais j'en passe. Et elle joue, elle fait des auditions, elle tourne. On pourra la voir dans Unité 9 bientôt. Ça, c'était déjà fait. Oh, je pensais que tu as enregistré récemment. Non, j'ai enregistré aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'était pas un rôle parlé. Fait que vous me verrez pas passer. Vous allez... Je peux prendre le freeze frame. Je vais faire une espèce de style. Je peux faire ça pour vous, mais je le fais pas en général. Je vous le mentionne souvent quand j'ai des rôles parlés parce que là, ça vaut la peine. Et je m'amuse vraiment aussi à ce moment-là puisque je suis en personnage. J'allais te demander si tu regardais la télésérie. Unité 9? Mm-hmm. Oui. Oui. Combien parmi vous ont le câble à la Netflix, maison? ça compte-tu? Non, Netflix ne compte. Non, j'ai pas le câble. Moi, j'ai le câble. T'as de l'argent, toi? Non! Wow. Hey, J'ai une promotion à la source. C'est pour ça que c'est pas cher. D'accord. Mais aussi parce que tout le plan vient avec, anyway. Mais oui, moi, je l'ai. C'est pour ça que je vois les publicités. On a quelqu'un de branché sur le câble ici parmi nous. Hey, c'est rare de nos jours. Qui a moins de 60 ans. Oui. Oh my God. C'est déjà le biscuit chinois. On va vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Je file le message à notre ami au bout. Hein? Alors, Julie va nous en faire lecture. Ben là, attends un petit peu. Je vais me griller de mes petites lentilles. Alors voilà. Je lis donc. Vous êtes charmant, charmante et courtoise. Oh oui! Voilà. De fait, effectivement, on est entouré de gens courtoises. Au lit. À l'exception de René. Je fais mon possible. Hein. Au lit. Et qui a encore mangé le biscuit? C'est Véronique Bourgeault. Arrêtez! C'est même pas vrai. Comme ça. Et d'ailleurs, YouTube peut la backer. Là. D'ordinaire, c'est notre feel-good music, mais on passe par-dessus et tout de suite, on va participer à un jeu d'identification, un name that tune consacré à Elton John. All right. Ça y est. J'en ai vu le spectacle la semaine dernière. Sa tournée d'adieu. Ça a été un super spectacle. Vraiment, C'est sa combienième tournée d'adieu? C'est sa première. C'est pas son dernier spectacle. C'est pas son dernier spectacle. Je soupçonne qu'il va encore se produire. Mais dernière tournée. C'est exigeant. Il est à son piano 2h45 minutes consécutives. Adresse un peu la parole aux gens, mais sinon, il joue, il chante. De façon endiablée. 89 ans, c'est quand même extraordinaire. Et la question, est-ce qu'il va battre Aznavour ou pas? Il l'a battu à certains titres. C'est-à-dire? Aznavour a vendu 180 millions d'albums. Seulement. Quand même. Pour déraper. Elton John en a vendu plus de 300 millions. Incroyable. Wow. C'est pas rien. C'est de l'album. Quand on sait ce que Noël pense de ses albums, c'est beaucoup. C'est un peu de la merde. J'ai essayé. Ah ben, au moins, t'as fait tes devoirs. Ouais, mais je suis sûre que Hugo là, va te convertir ce soir. Ben oui. J'en suis Il y a convaincue. quelques chansons qui sont bonnes. Là, je vous confie des instruments. Alors, On le est jeu est prêts? bien simple. C'est comme la dernière fois. Alors, j'explique aux auditeurs. Je vais... non pas faire jouer d'extrait parce que ce sera trop facile. On connaît tellement son répertoire. Alors, ce que je vais faire, c'est fredonner quelques notes et fort de ce fredonnement,
Vous allez agiter votre crécelle ou encore souffler dans votre pipeau. Et ce sont les filles contre les gars. Et on invite les gens à la maison, dans leur voiture, à participer aussi. Klaxonnez si vous avez la réponse. Tu ris, mais les gens vont le faire, Julie. Ah ben, garde, ça Lâchez vos lumières. Tu vas dire OK, on va y aller d'un premier extrait. Alors, c'est Elton John tout le temps. OK. Hein? On fouille dans son répertoire. Évidemment, c'est une chronique... si celle de Noël est sans crachoir, celle-ci est sans Shazam. Oh, Shazam! Sans postillon. J'allais dire sans talent. Ça sert des amis. Non, non, il faut beaucoup de talent pour fredonner juste ce qu'il faut. Hein? Pour qu'on sans comprenne en pas. donner trop. Ah non, il y a un coefficient de difficulté à surmonter. Attention. Fais donc, des étirements, Véro. moi seul va entendre la chanson, si j'ai bien compris. Voilà. OK, tu fais jouer la chanson pour parce les que moi, autres. je vais la chanter. OK. C'est seulement Hugo qui l'entend en ce C'est que moment. moi qui l'entends en ce moment. OK, donc, je vais entreprendre le fredonnement de cette chanson inspirée d'une histoire vraie, celle d'Elton John, qui prévoyait se suicider. Mon OK? Dieu. J'ai donné beaucoup d'indices. Parce que là, j'ai déjà envie de dire quelque chose. Non, c'est pas ça. Ah, bravo. Pas du tout, là, Non. Ah non, je t'ai rien, non. Ça jouera plus tard, cette chanson-là. Celle-ci, indice. Ah non, il n'y en a pas. Malheureusement, j'ai aucune note bibliographique. Bon, ben, on recommence. Donc, c'est par mon seul chant, sans indice. Oh non, OK, je donne un indice. Voyons Je donne un donc. indice. Elle a été co-interprétée. C'est déjà beaucoup. OK, donc, je chante. Je fredonne un peu. Rocketman? Gêne-toi pas, Ah! The sun's coming down on me. Écoutez les paroles. Goodbye. Effectivement. À frapper un mur. Les chansons bonbons, ça pogne. Oh, OK, Noël. attention. Celle-là est intéressante parce qu'au départ, celle qu'on va entendre, la prochaine, c'est une chanson qui est devenue un immense succès, comme toutes les chansons qu'on entend, et qu'Elton John ne voulait surtout pas voir sur un 45 tours. C'est pas le temps de populariser un déchet, quelque chose qui est pas bon. Mais c'est pas mon avis. C'est une très, très bonne chanson par laquelle il a commencé son spectacle. Ça pourrait être... Oh, peut-être, j'ai un petit problème, bouge pas. Attendez. On va... Ouais. On va faire des C'est choses bizarre, comme il faut. c'est quoi ces étincelles là qui sortent? You're fired. Bon, OK. Que passa, amigo? Ça devrait partir. Et voilà, c'est parti. OK, donc cette chanson, ça pourrait être le nom d'un groupe. Ça pourrait être le nom d'un groupe rock. OK? Ah bon? Tam. Tam, 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 tam. Baby, ah oui, mais c'est quoi le titre? Il bégaye dans cette chanson-là. Benny and the Oh, Jam. Benny and J'ai hâte de vous la chanter. Ça a été le On s'accroche. premier numéro 1 aux États-Unis. Attention. Ah, non. T'as trop lu, toi. T'es allé sur Wikipédia. Non, Donne une chance je- aux non, autres. Fermé. Non, Alors, c'est toujours 2-1 pour les je filles. prenais une chance. Ça décolle. Alors, ça a été le premier numéro 1 du groupe. Attention. C'était pas ça pantoute. Non, mais il faut le voir. C'est pas ça, c'est... Oui, Là-dessus,
Rock and roll. Hollywood Rock, quelque chose de... The time is on the phone young. Me and Susie were had so much fun. Something rock. Quelque chose rock. Jolly Rock. Crocodile rock. Il y avait Bruno qui faisait des signes en arrière. J'ai pas fait mes devoirs. Ah oui. Celle-là. Donc, je disais, c'est une chanson qui a été inspirée par une histoire déterminante. Une histoire déterminante dans la vie. Ta-na-na. Ta-na-na-na-na. Daniel. Ta-na-na. Ta-na-na. Je la connais. Do you still? A Song for You. And butterflies are free to fly away. Je sais pas le titre, je l'ai jamais su. Fly away. Bye. Indice de titre, alors. Il faut un indice. Oh, attention, indice. De titre. Il voulait se suicider en 68. Goodbye, Norma Jean. Non. Le Club des 33? Non. Il voulait se suicider en 68 et c'est très vrai. Il était sur le point de se marier pour ne pas compromettre sa carrière. Avec une femme? Avec une femme, on le sait, homosexuel, et ça le tourmentait. Il était sur le point de se suicider. Quelqu'un l'a arraché à ce suicide et ça a inspiré le titre de la chanson. Survive. Sacrifice. Non. C'est pas moi qui l'ai dit, mais je sais pas, je l'ai jamais su. Moi, je comprends rien. On a notre langue au chat, là. Oui. On connaît la tune, mais c'est le titre qu'on a C'est fait. pas Butterfly, c'est... Non, c'est Someone Saved My Life. C'est bon. Quel mélodiste, hein? Ah, vraiment. C'est sérieusement. bon, je le Tu vends pas 300 millions d'albums pour OK. fois. Non, effectivement. Tellement de nos mères qui l'ont écouté. Hey, les matantes, là, ils vont, là, ouais. Hey. Attention, t'en as une ici. La foule. Boum! Ma OK. tante cochonne. Oui, libidinal. Alors, un 6e extrait. Hein? On a le temps? Oui. Attention. Toujours une chanson d'Elton John. Elle a été reprise récemment par Lady Gaga. OK? It's a little bit funny. Daniel. This feeling Non, Father and Son. Ah, c'est bon, I'm not ça. one of those who can Easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. I hope you don't mind. C'est quoi donc, maudit les titres? À cause de... 1970. House. How wonderful life is now you're in the world. I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down the world. Elle espère que les paroles soient là. Oui, je cherche les paroles dans la toune. On sait toutes les paroles, mais on sait pas le titre. Oh my God. Vous mordez encore la poussière. Ben, Ouais, ça va tellement. pas Ah ouais, bien, décolle la toune. Rapidement. 7e extrait. Les filles ont 3 points. C'est Les Elton gars en John. ont 2. J'en ai fait un, je peux pas Le croire. pire, c'est que j'ai entendu la toune de Lady Gaga. 7e extrait. Ah. Le 7e extrait, là, je donne pas d'indice. Une de ces grosses chansons. Ta-na-na, ta-na-na. Ta-na-na-na. Attends, on va commencer par... C'est pas va chercher. Rocketman, Va chercher, certain. Eh bien, c'est la bonne réponse. Voilà. La chanson la plus difficile à interpréter Bon. du répertoire à tabarnouche. Elton John. J'ai La hâte. plus difficile à Ah, interpréter. ça On va être donne pas la intéressant, réponse. ça. On se laisse. on laisse C'est aller. la chanson la plus endiablée de son répertoire. Seule chanson où son piano a été enregistré après que les musiciens eurent enregistré la trame musicale. Je répète, c'est une chanson difficile à interpréter. Eh non, je Alors, je vais aller chercher l'extrait qui est facile à chanter.
Nikita? Hot Tonight. Boys are bad. Non, OK, un peu de volume. Oui, Bruno. musique maestro. Un peu de volume. Ça doit le chanter, OK. Attention. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette chanson-là? Une chanson des années 80. Que Restez René en onde n'aimera avec pas. nous, là. Moi, j'aimerais pas spécifiquement. Ta-da! Ta-da-da-da! Moi, j'aime le reverb. Hey, volume. Hey, on c'est donne. très beau. Ah ouais. Je connais la chanson. Un demi-point. Les gars gagnent! Les gars gagnent! Non, c'est 4-3. Dernière chanson. Je tiens Hey, là-dedans! à force Good job, souligner Noël. l'esprit d'équipe. 4-3. Et soyez prêts. 4-3 en faveur des filles. Reste plus qu'une chanson. Ben non, c'est les gars qui ont gagné. là. Attention. 4-3 pour les filles. Ben non. 4-3. Alors, il reste une chanson. On peut niveler ou se faire battre. Alors, les gars, allez-y. Ça décolle. Attendez. Mais pas de volume encore. Fais-nous C'est ma chanson préférée d'Elton John. Oh! Norma Jean. Ah oui. Nikita? Non! Goodbye, Norma Jean. Tiny Dancer? Tiny Dancer. Un peu de volume. Ouais, c'est ça. C'est la chronique de Véronique Bourgeaud. Attention! En Véronique Bourgeot, concierge, clé d'or. Les gens sont joyeux, Oui. on prend une petite bouteille de vin. Mais si vous voulez peut-être vous planifier une escapade, L'anneau d'hier avec Véronique Bourgeot. je vous dirais que c'est le lait au chocolat le plus délectable. Le nanodoise dans l'âme. Bonsoir, Véro. Bonsoir, Marc Hugo. Alors, ce soir, on parle de Sainte-Julienne parce que Gilles Philippe a réclamé que tu parles de son coin de pays. Exactement. Donc, moi, c'est facile parce que sur les réseaux sociaux, on est à l'écoute, mesdames et messieurs. On n'a pas parlé de ça encore ce soir, mais vous pouvez communiquer avec nous sur la page Facebook Le Biscuit Chinois à CFNJ, sur Instagram et sur Twitter. Donc, Gilles Philippe est venu nous voir puis il a dit « J'aimerais ça que vous parliez de Sainte-Julienne. Moi, c'est mon coin de pays. Alors, Véro est parti dans ses recherches et a fait ses recherches sur Sainte-Julienne. Alors, à chaque semaine, je vois sur histoire-du-québec.ca et ça m'aide à avoir, dans le fond, un bon résumé. Donc, c'est l'une de tes sources. Une de mes sources et bien sûr, la municipalité a un site web qui m'aide beaucoup également. Alors, comment on appelle, parce que je vous le pose à chaque semaine, comment on appelle les gens de Sainte-Julienne? Julie. J'ai voulu aller chercher, mais j'ai dit, je vais pas tricher. Ah! Non. Des Julions. Des Juliennes, Juliennois. Oui! Oui! C'est trop simple! C'est trop simple. Donc, on a environ 10 000 Juliennois et Juliennoises à Sainte-Julienne et il y a un boom démographique incroyable depuis 2001. Alors, les gens se sont installés à Sainte-Julienne. C'est une ville qui est devenue très familiale. Donc, les gens ont procréé à Sainte-Julienne et en fait plusieurs bébés. Alors, Sainte-Julienne est en feu. Mais ma foi, partout dans l'anneau d'hier, ça augmente. Ça augmente de plus en plus. Et bonne nouvelle, parce que dans le fond, on veut peupler les régions, parce qu'on dit tout le temps, bon, en ville, beaucoup trop de gens. Alors, félicitations à tous ceux qui procréent dans la Nodière. On est bien Ils en heureux. ont le temps. Oui, les gens ont le temps. Et c'est à 34 km de Joliette et à environ 30 minutes de voiture, donc pas très loin. Et le maire est Monsieur Jean-Pierre Charon. Alors, on salue Monsieur Jean-Pierre Charon Et C'est sa première et sa dame. première Charon. Et sa Madame première Jean-Pierre. dame. Ouais. Voilà. Alors, comment a débuté Sainte-Julienne? Donc, des colons canadiens-français ont défriché la terre là, en 1840. Pour nous situer là encore, Sainte-Julienne, c'est à peu près où? C'est dans le sud, au sud de Rawdon.
Donc, on a parlé de Rawdon la semaine dernière, donc c'est pas très loin de Rawdon. Et voilà, donc c'est pas loin de Rawdon. on est situé. 34 km de Joliette. À côté de Saint-Calix. Voilà, ouais, c'est ça. Et puis, dans les Canadiens français, il y a eu des Irlandais qui ont débordé de Rawdon. Si on parlait des Irlandais de Rawdon tantôt, ça a débordé vers Sainte-Julienne. Et puis, en 1848, Monseigneur Ignace Bourget a nommé Sainte-Julienne Falconnerie. C'est patronne du village de Beaupré. Et c'est à ce moment-là que Sainte-Julienne de Rawdon fut reconnue par l'Église. Oh! Tadam! Et Joseph-Édouard Beaupré, c'est son fondateur, il a siégé comme maire jusqu'à 1880. Alors, sur une anecdote que je vais vous raconter sur... Oh my God! On me coupe sur mon anecdote, mais qu'est-ce qui se passe en studio? Qu'est-ce qui se Julie, passe? explique-nous! Il est 22h45, un jeudi soir à CFNJ avec le biscuit! Oui, et c'est le temps de communiquer avec un dépanneur de Sainte-Julienne. On en vérifie l'achalandage. Hein? Parce que ces gens-là jouent au bingo. Attention, on appelle. J'espère qu'ils vont... Ils ont toujours répondu jusqu'ici. Jusqu'à Formidable. date, on était chanceux. Et de 1. Dépanneur, bonsoir. Oui, bonsoir, mademoiselle. À qui je parle? À Naomi. Bonjour, Naomi. Alors, mon nom est Véronique. Tu es en direct à CFNJ Radio de Lanaudière à l'émission Le Biscuit Chinois. Comment ça va ce soir? Ça va bien, mais j'ai pas trop le temps de parler en ce moment. On comprend ça, on c'est comprend pas ça. grave. On veut juste savoir, c'est quoi que t'aimes le plus sur Sainte-Julienne? Je vis pas ici, donc je pourrais pas dire. Autre. Est-ce que vous jouez au Super Radio Bingo au dépanneur? Pardon? Est-ce que vous jouez au Super Radio Bingo? Je sais même pas c'est quoi. Oh my God! Alors, Donc, on vous n'avez t'invite pas à de te renseigner. OK. Donc, Naomi travaille, elle n'a pas le temps d'échanger au téléphone. Ben, qui est écoute, bon. on comprend ça. Hey, ça roche à Sainte-Julienne. Last call, 22h45, allez acheter de la bière. Merci beaucoup, Naomi. Bye, bonne soirée. Bye! Bonne soirée, bye-bye. C'est bon signe! Elle a été claire. Hey, non, mais à Sainte-Julienne, c'est le gros jus en ce moment. Là. Tout le monde se rue vers le dépanneur CR pour acheter de la bière. Puis ça, c'est à cause de nous autres, ça. Probablement. Ah, sûr. clairement. Ils ont entendu l'alarme, puis c'est ça. Pauvre Naomi. Bon, Naomi. En tout cas, bravo, Naomi. Hein? Beau travail de nous avoir fait croire que c'était dans le gros jus à Sainte-Julienne. Alors, on revient, hein, parce qu'à Sainte-Julienne, il y avait une anecdote que je voulais vous conter avant que la sirène parte, puis vous êtes allé chercher une bière. Donc, Joseph-Édouard de Beaupré, c'était le fondateur de Sainte-Julienne. Hein? Et Gaspard de Beaupré était le père du célèbre géant Beaupré. Hein? On connaît le géant Beaupré. Ah, oui. Alors, c'est très intéressant. Et puis, c'est pour ça que ce soir, on va raconter la légende du géant Beaupré. Enfin! Oui, parce qu'on la connaît, la chanson. On connaît la chanson, mais on connaît pas l'histoire. En tout cas, moi, je On connaît. pas l'histoire. Si on écoute la chanson, on connaît l'histoire. Mais on va se faire un petit rappel ce soir sur le géant Beaupré et il y a des petites anecdotes. Mais avant de continuer, juste continuer ma petite histoire de Sainte-Julienne. Parce que, bon. Au 19e siècle, la municipalité voit plusieurs entreprises artisanales naître. Des forges, des cordonneries, des moulins à scie, des entreprises agricoles. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passaient à Sainte-Julienne. Et, Ça, c'est dans le temps qu'il y avait beaucoup de monde. Exactement. Et il y a un joyau patrimonial qui se tient à Sainte-Julienne et c'est l'édifice du bureau d'enregistrement qui a été érigé en 1859. Alors, c'était auparavant le palais de justice et plusieurs hommes politiques de renom, dont Sir Wilfrid Laurier, y ont travaillé. À Sainte-Julienne, ça. Hein? Donc, c'est pas n'importe quoi, c'est Wilfrid Laurier. Et ça a été comme monument historique en 1973. Une autre affaire, le fun, à Sainte-Julienne, Camping. c'est qu'en 1994... on s'en vient dans les attraits, là. On s'en vient dans les attraits, René. Je sais que t'as hâte. Donc, en 1994, on a trouvé un crâne de morse préhistorique qui datait de 10 000 ans. Alors, tu sais, on a parlé, là, que dans le coin de Crabtree, on retrouvait des fossiles dans le comment qu'on appelait ça, la plage, là? Le Moulin-Fisc. On a retrouvé des... Donc, dans ce temps-là, il y avait une mer, hein, au-dessus de la Naudière. La mer Champlain? Oui. Probablement. Probablement, René, il me semble. En tout cas, je te fais confiance. Et puis, c'est ça. Donc, on a retrouvé des trucs de morse. Alors, on connaît bien Sainte-Julienne pour la villégiature, les sentiers de motoneige, VTT,
4 roues, tout le kit. À Sainte-Julienne, on connaît ça. J'avais le goût à demander à Naomi, justement, là, s'il venait en VTT. Ben des VTT qui venaient au dépanneur. Wow. Mais écoute, c'est tellement occupé, j'ai pas eu le temps de demander, mais c'est pas grave. Donc, elle n'a pas le temps de vous servir, n'y allez pas. Non, elle est débordée. Allez-y pas au dépanneur. C'est le line-up, là. On n'arrête plus. Alors, est-ce que vous êtes prête pour la légende du géant? Oui, légende, oui. Okay. On va entendre la légende. On veut entendre. Alors, la légende du géant Beaupré. La légende du géant Beaupré. Alors, à sa naissance, Édouard, de son prénom, ressemble à tous les autres enfants. Hein? Il pèse à peu près 9 livres. Maman était pas trop... tu sais, 9 livres, c'est correct, c'est bien. Après ça, il va se développer normalement jusqu'à 3 ans. Puis après ça, de façon assez incroyable, on raconte qu'à 9 ans, il mesure 6 pieds. Wow! Hey, 6 pieds, là. Après ça, à 12 ans... Il en mangeait des toasts au beurre de pinot? Écoute, avec les croûtes. Ça fait grandir les croûtes. C'est le gruyot. C'est ça. À 12 ans, là, il mesurait 6 pieds 6 pouces. Pas pire. Et là, à 17 ans, là, il commence à être grand, là. 7 pieds 7 pouces. Ben voyons donc. 17 ans. Il devait atteindre à l'âge adulte 8 pieds 2 pouces. Puis il a pesé 350 livres avec ça. Ben j'espère. Ben j'espère, parce que sinon il y aurait un gros problème. Et ajoutons à ce portrait que le visage de l'homme était déformé parce qu'il y a eu un accident de cheval. Donc il était très grand et avait le visage un petit peu magané. Hein, pauvre géant Beaupré. C'était pas un playboy. Écrasé, si j'ai bien compris, sur les photos. Hein. Ouais, t'as vu les photos, c'était un peu sur le camp. Je pense que le cheval, il s'est comme couché sur sa face. Quelque chose de même. Hein? Il y a un petit peu de misère avec sa face, pauvre géant Beaupré. Mais avec cette taille, bien sûr, il y a une certaine force physique qui va avec. Il est fort, Jean Beaupré. Donc, un jour, il lance un défi à un Américain. Puis, il était un Américain qui était réputé pour sa force, là. Puis, il attirait des regards d'un public qui était assez intéressé pour le voir à l'œuvre. Il était curieux. Fait que pour cette occasion-là, il doit lancer des barils de farine à des dizaines de mètres puis soulever un cheval de plus de 320 kilos. Donc, des gros défis. Hein? Mais Édouard, il aime beaucoup les chevaux. Puis, il rêve de devenir cow-boy. Puis en 1902, il s'en va jusqu'au Montana. Mais malheureusement, il est trop grand puis il est trop costaud pour être cow-boy. Le cheval, il a de la misère. Hein? On s'entend qu'il est grand, le Jean Beaupré. Il aurait pu monter un bison. Oui, effectivement. Un bison, ça aurait été parfait, mais c'est pas ça qu'il a décidé. Ouais. Donc, les Américains, ils le découvrent puis ils disent hey, ça te tente pas, toi, Jean Beaupré, d'aller au cirque? On va t'offrir une job. À l'époque, c'était un débouché. Freak show. Fait que sa carrière a été de courte durée parce que le géant Beaupré, il était atteint de tuberculose. Parce que, tu sais. Comment il a pogné ça? Ben, il était en gigantisme, pauvre homme. C'est pas populaire normal. avec les dames, puis... Ben, ça, je peux pas le dire. C'est une maladie transmise sexuelle. C'était à l'époque une maladie qui était considérée... Considérée. Oui. Les gens de petite vertu. Oui. De petite vertu. Oui, de grande taille. Il fait une sale réputation, c'est pauvre. Fait qu'à 23 ans, il meurt dans l'hôpital Saint-Louis en 1904. Ses dernières paroles seront « C'est bien triste de mourir si jeune et si loin de ses chers parents. » Alors, c'est une véritable épopée à cette heure. Édouard, où est-ce qu'il s'est promené? Il est pas mort très, très riche, mais comme il laisse pas d'argent, il n'y a pas de funérailles. Donc, le patron qui l'a engagé a décidé de l'embaumer. Mais pour récupérer l'argent investi, il décide d'exhiber le corps du pauvre homme. Fait qu'il il trouve un magasin qui accepte de le mettre dans la vitrine pour le montrer aux passants. Mais c'est très drôle. C'est épouvantable. Donc, la police doit intervenir. Il disait, ça n'a pas de sens. Là, tu mets un homme empaillé dans ta boutique. Pendant combien de semaines? Je suis pas écrit dans l'histoire, mais bon. En tout cas. Puis en 1905, il y a quelqu'un, on ne sait pas trop qui fait pétrifier le corps et il veut le transporter à Montréal. Donc, il sort à beaucoup de refus de l'autorité à Montréal, parce que ça n'a pas de sens. Aux douanes. Mais le géant Beaupré est alors exposé dans un musée d'anatomie de Saint-Louis, aux États-Unis. Donc, mais le corps d'Édouard Beaupré se retrouve quelques mois plus tard dans une vitrine d'un musée sur la rue Saint-Laurent à Montréal. On ne sait pas comment ça se fait. Il a été retrouvé par accident. Attends, je suis rendu là. OK. Pendant 6 mois, les curieux vont défiler pour contempler le phénomène. Puis le corps de Beaupré quitte le musée. On perd de vue jusqu'au printemps 1907. Des enfants trouvent une caisse dans un entrepôt. Et elle contient le corps du géant. On apprend que le cirque qui gardait le cadavre pour l'exposer à la vue du public au parc Maisonneuve l'a, un soir, tout simplement oublié là. Un médecin du professeur de l'Université de Montréal décide d'acheter le corps. Il paye 25$ pour Édouard Beaupré. Il le transporte c'était de l'argent, ça, là. 25$. Ben, pour un homme, pauvre homme, pour vrai. Il le transporte au département d'anatomie.
puis on fait des momifications, puis on le place debout dans une cage de verre à l'entrée d'un laboratoire. C'est en 1990 que l'université accepte de retourner les cendres du géant à sa famille, à Willow Bunch. Il est enterré finalement en 90. Mais pauvre homme, pour vrai, en 90, c'est fait 80 ans. 85 ans plus tard. C'est incroyable. Et savez-vous que Jean Beaupré a combattu contre Louis Cyr? C'est vrai. Et ça, c'est intéressant. C'est dans le journal La Patrie de 1901, 26 mars, à Montréal. Un match de lutte contre l'homme fort de Saint-Jean-de-Mata qu'on connaît, Louis Cyr, et le géant Beaupré, qui a 17 ans à ce moment-là, donc 7 pieds et quelques. Là. Et ça s'est déroulé au parc Sommer à Montréal. Puis ça a été de courte durée parce que Louis Cyr était bien fort, puis il avait quand même des grosses techniques. Puis le combat a duré en tout à peu près 3 minutes 30, et le géant Beaupré est tombé 4 fois. Donc, les gens étaient assez impressionnés. Oui, c'est ça le problème. Donc, voilà, c'était l'histoire du géant Beaupré, hein, parce que c'est assez intéressant, mais pauvre homme, encore une fois, de s'être fait trimballer comme ça, c'est quand même triste. Puis, voilà. Mais il a vécu 23 ans, 23 ans, et il a été exposé pendant 85 ans. C'est quand même... Ah, ben c'est triste! Moi, tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que c'est pas facile d'être immortel. Hein? Ouais, c'est ça! C'est pas facile. Il devait sentir bon, maintenant. J'en parlais avec Léline hier. Ah, mon Dieu! C'est de la schizophrénie, ça. Et là, j'ai passé plein de temps sur la légende, mais il faut que je vous parle des attraits de Sainte-Julienne. Oui. Parce qu'il y en a! Alors, je commence par le domaine de la fierté, qui est un camping exclusivement pour les hommes homosexuels. Donc, vous avez motel, roulotte, tente et naturisme permis sur le site. Et il n'y a pas grand monde qui le sache, mais c'est un camping qui est d'été seulement. Alors, seulement d'été. Oui. 2905 rue Hamilton. Et ce que je voulais vous parler, parce que le terroir, habituellement, on mange, mais là, je vous parle de savon. Parce qu'à Sainte-Julienne, il y a la savonnerie artisanale Bain et Bulle, au 2676 rue Yves, à Sainte-Julienne. Et c'est tous des savons qui sont faits à la main, en huile essentielle, sans allergène. Donc, par exemple, c'est fait avec du bicarbonate de soude, parfum sans allergène, huile essentielle. C'est génial. Et vous pouvez acheter ces produits-là en ligne sur Etsy, E-T-S-Y, on vend en ligne. Et vous avez également une boutique à Mascouche. Et si je voulais aller à la boutique à Sainte-Julienne, c'est fermé les week-ends. Donc, allez-y, la semaine. Et ce que j'ai aimé à propos de ces produits-là, vous avez des choses comme des baumes Swarovski. Donc, c'est des baumes de bain. Tu sais, les baumes qu'on met dans... Il fait actuellement 9 degrés avec un ressenti de 6 avec passage nuageux sur la belle région de la Naudière. Un vendredi matin, 10 degrés ensoleillé avec passage nuageux. Attention, avertissement de gel pour le soir de vendredi à samedi. Donc, rentrez vos plantes. Merveilleux week-end sans pluie, ensoleillé avec passage nuageux pour un maximum de 12 degrés en journée et un 2 degrés durant la nuit. Une pluie intense lundi avec un 10 mm et un maximum de 11 degrés. Il fait en ce moment 9 degrés sur la belle région de la Naudière. Jusqu'à minuit, écoutez le biscuit chinois à CFNJ. Voici votre animateur, Marc Hugo. C'est pas tant moins que le vin et Noël Fourcroy. Hein? Encore des bouches, les bouteilles. Un autre. Voilà. Apporte-en une autre. Des bouchons. Voilà, pas sur mon pantalon. Ce sont de belles bouteilles. Son crachoir avec Noël Fourcroy. Yes. Bonsoir, Noël. Alors, comment ça va tout le monde? Ah, de mieux en mieux. Hey, de mieux en mieux. Quand t'arrives, Noël, on est content. Alors, j'ai pensé à Julie, parce que je me rappelle d'une soirée très sympathique. Cher ami. Où Julie m'a fait l'éloge. C'était une soirée assez... non. Elle m'a fait l'éloge d'un vin de Saint-Chinian. Oui. Et du coup, je ne l'ai pas oublié. Et donc, je me suis dit, aujourd'hui, on va faire plaisir à Julie et on va proposer du vin de Saint-Chinian. Saint-Chinian. Alors, Saint-Chinian, savez-vous où est Saint-Chinian? Non. Non. En France. Bravo. Oui. On est en France, on est dans le sud, on est même dans le très sud de la France. Alors, petite question, vous savez quelle est la différence entre le sud-ouest et le sud-est de la France? Qu'est-ce qui diffère? Où se trouverait la différence? Ben, la mer. La mer? Et les montagnes? La mer, mais explique-toi. Si ça se trouve, la vigne qui est influencée par l'air salin et donc qui peut donner peut-être... Alors, c'était plus géographique que je cherchais. En fait, la question est tout simplement que
si vous êtes dans le sud-est, il y a des gens qui disent, si vous êtes du côté de Marseille, il y en a qui disent que vous êtes dans le sud-est. Si vous êtes du côté de Béziers, il y en a qui disent que vous êtes dans le sud-est et il y en a qui disent que vous êtes dans le sud-ouest. Ça dépend de où est l'autoroute et d'où vous venez. Ça veut dire que les Provençaux considèrent que eux sont à l'est et ça veut dire que les gens de Bordeaux, eux, vont considérer qu'ils sont à l'ouest, mais ceux qui sont au milieu, ça dépend de où vous venez par rapport au sud-ouest. Je comprends. Pourquoi je dis ça? C'est parce que donc Toulouse, c'est l'ouest ou l'est pour eux? Le Languedoc particulièrement, les Languedociens vont dire qu'ils sont du sud-est et les gens de Provence vont dire non, c'est le sud-ouest. Donc je vous préviens, si jamais vous allez en vacances dans le sud de la France, vous risquez d'avoir des surprises entre le sud-ouest et le sud-est. Les informations ne sont pas claires. Alors, ça pour commencer, est-ce que vous connaissez Carcassonne? Oui, on y est passé. Une super ville jeu moyenâgeuse. Oui, Voilà. une ville avec triple fortification, s'il vous plaît, avec Dame Carcasse, donc, et on est connu pour être le symbole aussi de le Languedocien, capitale en fait de l'époque du Languedoc, et où on parlait vraiment l'occitan, la langue doc, donc l'occitan. Et c'est le Languedoc va être un peu délimité entre Nîmes, et enfin un peu plus à gauche de Nîmes, et Montpellier. Donc pour ceux qui s'intéressent un petit peu. Et donc le Saint-Chinian est une des très belles appellations du Languedoc. Et en fait on a même deux sous-appellations qui est le Berlou et le Roquebrun. Alors, je vais revenir là-dessus, mais les vins que je vous ai proposés aujourd'hui sont de Roquebrun. C'est pour ça que je me permets cette petite anecdote. Et donc, il faut savoir que le Roquebrun lui-même est une ville romaine et que le Languedoc connaît des vignes depuis les temps romains. Donc, si on met des vignes, il y a des endroits des vignes, on peut te dire, voilà, ça fait 2000 ans qu'il y a des vignes là. C'est pas partout, on peut te dire ça. C'est le deuxième endroit où il y a eu des vignes en France, après la Provence. Donc c'est quand même pas rien. La Provence a été le premier. Il y a un peu un lien aussi dans les styles. Pourquoi? Parce qu'on est en Provence, on est en dessous des Alpes, on est sur les basses montagnes des Alpes. Et dans le cas du Languedoc, on est sur les basses montagnes du massif central, qui est quand même une montagne qu'on sous-estime parfois, mais qui est quand même assez forte et qui divise vraiment littéralement la France en deux. C'est pour ça que quand vous allez à Paris et hop, on vous envoie soit à Bordeaux, soit en Alsace, mais finalement, ou à Lyon plutôt, et finalement au milieu il n'y a rien, c'est parce qu'il y a une très grosse montagne qui n'est pas toujours facile à traverser, par contre qui est extrêmement jolie. La région de l'Auvergne, il y a beaucoup de régions qui ne sont pas très peuplées, c'est certainement des endroits peut-être les moins peuplés d'Europe. Mais vraiment extrêmement joli avec des vieux volcans surtout. D'accord. Donc je recommande pour visiter. Alors aussi donc petite question du jour. Alors comme je disais c'était des vins romains, mais comment est-ce que on protégeait le vin de l'air à l'époque? On protégeait le vin de l'air. Dans des carafes de donc c'est dans les amphores, dans des amphores. Oui. Et alors quel était le premier bouchon finalement? De la cire. C'est pas de la cire. Pas de la cire d'abeille, j'aurais pensé effectivement. C'est du bois, non? Pas du bois. Du liège. Non. On ne connaissait pas encore la technologie du liège. On l'imagine souvent, mais ce n'était pas le plus utilisé. Du plomb, non. Cuivre. Une chance. Alors, en fait, c'est plus simple que ça. Et c'est là que tu vois que les ancêtres sont pas fous. C'est en fait tout simplement de l'huile d'olive. Parce que l'huile flotte. Une bonne idée. Et alors, en fait, les amphores, normalement, pour les garder à bonne température, on les enterrait. Et pour éviter, et on mettait de l'huile au-dessus parce que ni les insectes attaquent, les insectes peuvent pas sauver l'huile et l'huile flottera toujours. Une technique qui s'est perdue. Je suppose qu'elle avait cette chose. À savoir que l'huile devient porance. Je ne sais pas, il faudrait vérifier avec nos ancêtres romains. Ça, j'avoue que c'est une bonne question. Je ne l'ai pas vérifié, mais apparemment, en tout cas, c'est pas la qualité de l'huile qui nous intéressait, c'est ce qui nous intéressait. C'est l'influence sur le goût qui aurait été intéressant. À savoir que à l'époque, on buvait des vins, mais on les buvait rarement. On les buvait toujours avec des herbes. On faisait des mélanges, on faisait tout un tas de choses. Donc, c'était toujours des vins un petit peu mélangés. D'ailleurs, savez-vous ce que c'est que de boire à la barbare? Oh, à la barbare. Les Romains disaient on boit à la barbare. On boit l'huile avant? Non.
On trucide quelques personnes, on les fait couler dessus. Non, comme des shooters d'un club, mais... On prend le restant du vin de la barbe de l'autre? Non. Alors, qu'est-ce qu'étaient les barbares pour les Romains? Les Vikings. Non. Les Français, les Francs? Non. Alors, les Francs, ils n'étaient pas encore... les morts. Mais C'était par contre, les Français, à l'époque, étaient des Gaulois, on va dire. Okay. Et de toute façon, les Romains appelaient tout ce qui n'est pas romain barbare. Ah, OK, donc c'est large. C'est de là le nom qu'on connaît, que bon, après, est-ce qu'ils ont rencontré Conan au passage? Je ne suis pas sûr. Mais en tous les cas, la réputation est restée. Boire à la barbare, c'est les Gaulois qui le faisaient. C'est les Romains qui regardaient les Gaulois et qui se disaient, vous buvez comme des barbares. Pourquoi? Et ça, c'est une vraie histoire. Les Gaulois sont supposément les premiers à boire le vin seul. Non accompagné d'herbes, non accompagné de tout un tas de choses. Donc ça, c'est une chose... Ce que fait René chaque soir. Par exemple. Bravo René. Moi, je suis un barbare. Bel effort. Donc voilà. Et il faut savoir que les vins du Languedoc étaient extrêmement connus à l'époque, car on les retrouve dans Ciceron et dans Pline le Jeune, qui tous les deux en décrivent la grande qualité. Donc voilà, je vous amène à un terroir, donc pas vraiment de nouveau monde, plutôt ancien monde, on va dire, un peu un style, voilà. Donc c'est pas neuf le show. Alors là vous avez donc en blanc, vous avez tout d'abord une Marsanne Roussanne, c'est 2 cépages qu'on trouve dans le dans le nord du Rhône, qu'on a travaillé ici. Alors personnellement, dans les arômes, vous avez pas mal de petits arômes qui est un peu de levure, un pain brioché un petit peu. On a des arômes un peu de vanille. Par contre, on a un bel arôme agrume, effectivement. C'est la première fois que je goûte autant pour moi, là, c'est l'ananas. Ah, ben voilà. Ah, c'est incroyable. Il y a des fruits exotiques. Il y a beaucoup de complexité. Je l'ai goûté il y a pas longtemps à l'école. Et les étudiants m'ont sorti une très belle panoplie gustative, ce qui m'a énormément inspiré à vous parler du Saint-Chinian aujourd'hui. C'est un vin qui vient d'arriver à la SAQ, donc il est facile normalement à trouver, si pas sur SAQ.com. Il se détaille à combien ce vin? Alors, le blanc est à 18,75. Pour le rouge, je reviendrai. Alors aussi une arôme qui est intéressante, que moi j'aime beaucoup sur la Marsanne. Et en fait, là vous êtes principalement sur de la Roussanne. La Roussanne, comme son nom l'indique, roussit. Donc quand ça vieillit, ça prend un petit peu des couleurs. Moi personnellement, je trouve pas ça désagréable. Mais il y en a qui trouvent un petit peu moins bien. Il y a eu des variantes en Californie que René connaît bien parce qu'il les a dégustés avec moi à l'époque, qui sont les vins de Bonnie Doon. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais. Donc le cigare volant. Ouais. Non, pour de vrai. Menteur. Donc le cigare volant on lui et je trouve que dans ce vin-là, on a pas mal aussi, c'est le côté arôme cire d'abeille. Oh. Donc vraiment un petit côté vraiment très sympathique. Donc là vous avez le côté blanc. Maintenant je vais vous poser une question. Vous allez déguster le côté rouge. Okay. Alors le côté rouge, parce que je me suis amusé à bien feuilleter et moi je savais que il y avait plusieurs types de sols et on va essayer de vérifier si vous êtes capable de détecter le sol du rouge. Alors oui, c'est pas évident à la base. Donc vous avez 2 choix. Soit vous dites c'est argilo-calcaire, soit vous me dites c'est schisteux. Schisteux. Ah, ça fait longtemps que vous m'avez pas dit ça dans une phrase dans un vin. C'est schisteux, Noël. Alors si vous dites ça goûte les fruits faits, il y a une petite touche florale, il y a des fruits confits, là vous me dites c'est argilo-calcaire. Si vous me dites il y a du style empyromatique, un peu de goudron, si vous me dites oui, moi je sens un petit peu des notes de garrigue, de laurier et des petits accents épicés. Ouais, c'est ça. C'est schisteux. C'est schisteux. C'est schisteux, Noël. Bravo, c'est schisteux. En fait, c'est typique de Roquebrun, qui est en fait juste à côté de Faugères aussi, et ce sont 2 territoires extrêmement schisteux. On invite les auditeurs à partager ce vin, hein? Voilà. Oui. Donc pour bien détailler, on est en train de goûter les fiefs d'Oppenac, Saint-Chinian, appellation contrôlée, et on est avec le Roquebrun en blanc et le classique en rouge, et que vous pouvez trouver. Alors pour information, c'est à 18,75 le blanc et 20,45 le rouge.
Le producteur, je pense, a été élu parmi les meilleurs oui, c'est médaillé, là, justement. Moi, je regarde pas mal de médailles. Bon. Ça vaut quoi, ces médailles-là? Ça vaut quoi, est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'on a la valeur de la médaille? Alors, la médaille. Bon, alors, sachez que j'ai été quand même juré dans à peu près 7 compétitions, je pense. Donc, les Chardonniers du Monde, Effervescents du Monde, les championnats de Québec. Et je dirais que les échantillons... Le problème des médailles, c'est que les échantillons arrivent à l'aveugle, donc ça, c'est bien. Donc, les vins sont goûtés avec sérieux, ça, c'est bien. Par contre, c'est vrai que les championnats, souvent, donnent un tiers des vins ont des médailles. Je comprends. Okay. Donc, il y a beaucoup de médailles. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mauvais vins en ce moment. Oui, parce que Noël, je suis allée dans un vignoble que je ne nommerai point, dans Donham, et c'était ridicule le nombre de médailles que les gens exhibaient. Et je trouvais ça un peu trop. Et je me suis dit, quelle est la valeur de ces... Je pense Et je pourrais dire qu'il n'y avait pas vraiment de valeur à ces médailles-là. C'était pas excellent. Alors, donc, naturellement, je ne connais pas le vin que tu as goûté à Donham. Par contre, je pense qu'au Québec, on s'accroche beaucoup à nos médailles parce que on est d'accord que le Québec n'est pas encore considéré comme producteur de grands vins. Et personnellement, j'ai goûté des petits bijoux. Par contre, j'ai goûté des vins moins bons aussi. Bah oui. Et je pense que de lors, ils sont obligés d'un peu de s'accrocher, que ce soit pour les sites, que ce soit pour les vins, à leur médaille pour prouver que, pour vous rassurer de la qualité. Alors que je pense qu'il y a des choses, c'est un doute qui n'est pas toujours justifié et qui l'est de moins en moins. Parce que la qualité est vraiment en solide augmentation. Retrouve ton axe. Alors, oui, mon axe, mon fameux axe. Y. Je vais juste terminer sur une petite chose. On avait parlé de garrigue. Oui. Alors, parce qu'en fait, les vignes sont avec le dos au Massif central, j'en ai parlé, et la face, elle est un peu loin, mais elle est à 20 km, là, 20-30 km, mais la Méditerranée est pas loin. Donc elle est en phase. Et en fait, c'est un des endroits où on a remarqué le plus d'influence de l'environnement sur le vin. Et là, c'est là que je parle de la garrigue. Qui est, en fait, je ne sais pas si vous connaissez le maquis. Non. Vous connaissez l'expression? Oui. L'expression s'enfuir dans le maquis. C'est comme une mini-forêt, genre. On parle pas de sushi. Alors, pour vous donner une expression, moi, je me suis déjà baladé dans le maquis parce que mes grands-parents avaient une maison dans le sud de la France. Et ma mère est originaire de Carcassonne, en fait, pour information. Donc, oui, j'ai du sang français, malgré tout. Malgré tout. Et en fait, j'ai été donc dans le maquis. Nous avons fait une balade dans le maquis. Et donc, on a essayé on a été trouver une rivière. Alors, c'est extraordinaire. Là, pour le coup, on était en Provence et on a littéralement réussi à ramasser des scampi, des crevettes. Des crevettes. Dans la rivière. Pas des écrevisses, pardon. Ouais. L'eau douce. Merci, René. Donc, le roi de l'eau douce, René. Et donc, on a réussi à ramasser des écrevisses. Donc, pour vous dire qu'il y avait quand même une belle nature. Et il y avait des chemins de sangliers. Alors, du coup, on suit les chemins de sangliers. Et on a marché, on a essayé de se trouver. Alors, on avait suivi un chemin qu'on connaissait. Puis, à un moment, bon aventurier, on a essayé de s'attaquer à un autre chemin. Dans le maquis. Dans le maquis. Et je peux vous dire qu'on a essayé de marcher, traverser, truc. Heureusement, on avait un couteau, on avait tout ce qu'on fait. On est arrivé nulle part. On est tombé sur des ronces. Et quand je peux vous dire que quand on dit qu'on prend le maquis, parce que non seulement on s'est baladé pendant 3 heures pour arriver nulle part, on a dû refaire au brousse-chemin, on est revenu la queue entre les jambes, mais je peux vous dire que c'était d'autant plus fou que quand je suis rentré, j'avais à peu près 300 coupures. Waouh! De toutes les ronces, de toutes les choses. Donc, c'est pas génial le maquis. Le maquis n'est pas génial. Par contre, il est donc imperméable. C'est pour ça que quand on dit on prend le maquis, que même la police peut pas vraiment aller le chercher parce que c'est vraiment très difficile d'aller le chercher. Par contre, il influence le vin. Et donc, on considère que le maquis et surtout la garrigue se retrouvent vraiment aromatiquement dans les vins parce que elle évacue même les herbes de Provence. On sait qu'elles sont extrêmement aromatiques et les herbes qu'on retrouve en Provence ou en Languedoc ou dans tout le sud de la France, et comme elles sont très aromatiques, elles vont émettre finalement des arômes qu'on va retrouver sur la prune et qui vont se retrouver dans le vin. Une forme de pollinisation, là. Ouais, plutôt un échange tout à fait naturel et qui fait qu'on va se retrouver dans le vin. Donc je trouvais que c'était très intéressant parce que c'est le premier endroit, on en retrouve de plus en plus maintenant de ces échanges-là parce que on découvre, et je vous jure
jure que c'est vrai, et c'est très scientifique surtout, que les plantes se parlent beaucoup plus qu'on le pense. Oui. Et que par exemple, on dit par exemple les plantes ne souffrent pas, ben finalement on découvre de plus en plus qu'elles souffrent, parce que quand il y a un prédateur, elles se préparent, et elles se préparent les toxines, elles changent en termes de style. Donc il y a beaucoup de choses qui évoluent sur la science à des endroits qu'on n'avait pas tout à fait prévus. Et bon, c'est la beauté de la chose. Donc, c'est que la nature, on retient que le vin, d'où il vient, c'est-à-dire c'est le sud-ouest. Est-ouest. En fait, c'est le sud-ouest par rapport à la Méditerranée. Je comprends. Et l'environnement, plus qu'ailleurs, va teinter le goût du vin. Oui, tout à fait. En fait, je vous dirais que si vous avez l'habitude, tout le monde court vers la Provence. Personnellement, j'aime beaucoup aller dans cette partie-là, le Languedoc, le Roussillon. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup moins de touristes, les plages sont plus pures, il y a moins de monde et finalement on mange tout aussi bien et il y a une très grande culture culinaire et vinicole. Donc franchement, je vous recommande beaucoup. C'était le professeur, c'était le dégustateur de vin professionnel. Ah, merci Noël. Fourcroy. Merci pour le vin. Magnifique. Là, je vous invite à écouter cette chanson-là. Durant l'émission, alors qu'on est autour de la table, c'est difficile de le faire, mais quand vous réécouterez l'émission, faites attention à ce que chante ici Pierre Lapointe. J'ai découvert ça aux Égarés de la bande FM mardi dernier. Une suggestion d'Yves-Marie Leclerc. Toi, tu t'en fous. Pierre Lapointe. À CFNJ. Nouvelle tendance avec René Potvin. Bon. avant, oui, c'est ça. Revenons derrière. Je parlais à Nicolas Bellemare un peu plus tôt cette semaine, puis je lui disais, écoute, si on fait ci, si on fait ça, c'est pas très grave. De toute façon, tu le sais comme moi, il n'y a pas grand monde qui écoute. Puis il dit, non. Il dit, j'étais aux Galeries Joliette il n'y a pas longtemps. Aux Galeries Joliette, tu en passes des affaires, là. Trois consommateurs sont allés le voir pour lui dire qu'ils écoutaient le biscuit chinois. Ben voyons donc. Sans blague. Hey, René! Bravo! Hey, on a-t-il des gens incroyables? Et tout ça probablement grâce à la chronique de René. Nouvelle tendance, on parle de pot. Nouvelle tendance avec René Potvin. Moi, comme d'habitude, je suis allé pêcher. Il y a le vignoble Saint-Gabriel, carrément avec ma voiture, un kayak, mes arbalètes. Hugo a trouvé une boîte dans la rue qui était remplie de biscuits chinois. Oui, et qu'on a encore, hein? Ils sont pas très frais, hein? Je pourrais vous le confirmer. Oui, ça non, mais c'est vrai, c'est la seule à en manger. Je vous confirme qu'il reste à la table. Alors, la prochaine fois, je te ferai un accord, mais biscuits chinois. Merci, Noël. Oui. Ils sont bons pour Milan, ces biscuits-là. Dégustation de saké. René, intéresse-nous et parle-nous de potes. Ben écoute, moi, je suis fébrile, malgré que je suis pas un consommateur de Ben pot. non, c'est ça qui est ça drôle. Ça va être comme ma première fois la semaine prochaine. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être aussi l'ouragan. Je sais, il y a quelque chose dans l'air. Est-ce que ta mère écoute? Ma mère est à Saint-Boniface, comme tu le sais, en banlieue de Shawinigan. Et oui, elle nous écoute. On t'embrasse. Bonsoir, salut. Je sais que maman Lynn Pigeon écoute également. On a mère fait la de Véro. journée, on a fait la popote la journée, puis elle me dit, j'écoute l'émission ce soir. La mère de Julie est un peu comme la mienne. Ma mère, c'est pas compliqué, elle écoute la chronique de Noël, même pas la mienne. Hey, moi aussi, ma mère, elle tripe sur la chronique de Noël. Moi aussi, je suis comme jalouse, là. Vraiment? Oui. Nos mères trippent sur Noël. Ça accrédite beaucoup l'émission, c'est vrai, parce que c'est le seul qui sait de quoi il parle. D'ailleurs, la semaine prochaine, suggère qu'on switch toutes nos chroniques. Oui, ça serait excellent. J'ai un super sujet, moi, pour le sexe, là. Qui vient directement de Maxime, qui m'a raconté une histoire du Burning Man qui est excellente. Une tente à branlette. Il faut absolument passer par là un moment chers donné. auditeurs, tente à branlette, on retient Nouvelle tendance. Nouvelle tendance. Et c'est pas à Saint-Julien. On sait bien, vous autres, les jeunes. OK, on revient à nos petits. Donc, nouvelle tendance, évidemment, c'est le pot. Toutes les stations de radio en parlent en ce moment. Tout le monde, c'est épouvantable. Mais ils reviennent toujours à la même chose. Ça va être quoi la disponibilité et tout. Pour les gens de la Naudière, il y aura 2 succursales. Ah oui! Ça va être à Joliette, la place Bourget. Oui, mais où à la place Bourget, René? Je ne le sais pas. Il faut faire une chasse au trésor. Où est-ce qu'on vend le pot? Chasse au pot! Chasse au pot, tout le monde! Est-ce que tu as passé devant? Ben, écoute, non, c'est que la place Bourget, comme je vous explique, c'est un peu grand parce que ça fait comme tout le milieu de la centre-ville. Okay. C'est un petit On centre-ville. connaît la place Bourget. Mais moi, je connais parce que j'ai été élevée là.
Pas sa place Bourgette, mais pas loin. Puis on chillait sa place Bourgette. En tout cas, c'est pas loin de la place Bourgette, René. OK. Je dirais rien. L'autre succursale, pour les gens plus près, plus à l'ouest, à Mascouche, sur la Montée-Masson. Ils ont mis ça dans le champ quasiment. La Montée-Masson, c'est comme une rue quand même assez industrielle. C'est 170 Montée-Masson. OK. Celui-là non plus, je suis pas passé devant. Je ne sais pas s'ils vont être prêts. Je sais que j'ai vu dans les journaux que, en fait, j'ai vu un restaurant à un endroit où il va y avoir une succursale pour le 17. Ça, c'est bizarre, mais c'est intéressant. Effectivement, il y a comme un petit piétinement qui se produit en ce moment, mais je suis persuadé que pour jeudi prochain, on va avoir notre pote. Ben oui, on va savoir trouver, tout à fait. Savez-vous ce qui va être disponible dans les succursales? Du pot pour fumer. Effectivement, il va y avoir des fleurs. Donc des buds. Ah, OK. Des buds. Fleurs. Qu'y aurait-il d'autre? J'imagine des brownies. Non, pas tout de suite parce qu'il faut les doser. Parce que c'est compliqué. Attends, on va revenir là-dessus. Il y a de l'huile, mais qui sera pas vendu. Non, pas même. Ce sera pas vendu. L'huile pour la consommation dans la nourriture aussi. OK. Et ça, je pense pas que ça va être disponible au début. Non. Parce que c'est très, très, très difficile de doser ça. Et j'ai l'impression qu'il va prendre beaucoup d'éducation. Et ce que j'ai entendu, c'est qu'il va y avoir de la fleur et des joints au début. Déjà tout roulé. Oui, des paquets. Sans tabac. Sans tabac. Les fleurs, en fait, ça va être vendu au gramme et il n'y aura pas de spécial. Si vous achetez un 11 de grammes, 28 grammes, vous allez payer le même prix. Et on parle d'un prix presque raisonnable, entre 6 et 7 $. Le joint. Le gramme. Le gramme? Ce qui est très raisonnable quand même. Très si c'est du pot de qualité, c'est bien. Effectivement. Mais ça doit varier, j'imagine. C'est douteux. À partir de, comme le rack. Je regardais les sites web et les grammes de pot, par exemple en Colombie-Britannique, où on voit des prix et on peut déjà passer des commandes pour le pot médicinal, mais ils livrent au Québec et ils ne demandent pas beaucoup de preuves, mais il ne faudrait pas faire ça, les amis. Ça peut aller jusqu'à 250 $ du gramme. Pour la grosse qualité, là. Pour des potes rares, j'imagine. Il y a des potes qui prennent beaucoup de temps de floraison, qui sont durs à faire pousser, puis qui en plus pèsent rien. Donc, les coûts de production sont super élevés et la demande peut être élevée. Est-ce qu'ils vont vendre les fameux... vapoteurs? Les vapoteurs, parce que j'ai vu déjà des gens... Parmi les produits, il y a un aérosol. Mon Dieu. Ça, je sais pas. C'est un push-push qu'on se met dans la bouche. Ah oui, le truc pour l'asthme. Push, in the bush. Peut-être pas, mais... Non, je pense comme un push-push, comme la menthe, tu sais, quand tu as une mauvaise haleine. Exactement. Mais c'est quoi les chances que quelqu'un fasse 2 puis 3 push-push? Si tu suis la posologie. Je vois Noël qui lève 2 doigts. Oui. Mais il y a tu vois, des vapoteuses là, qu'on connaît. C'est du THC pur, ça, là. Mais à Toronto, ils en vendent déjà. Oui. C'est bizarre, quand même. Parce qu'au Québec, on n'en vend pas, mais à Toronto, ils vendent déjà les petites vapoteuses spéciales. En Ontario, ils vont pouvoir planter, nous, on ne pourra pas. Mais c'est spécial de 21 ans. Non, mais ça j'en reparle. La police, ils ont le droit maintenant. Encore plus bizarre, il va y avoir des pilules de potes. Ça, c'est étrange. C'est des gélules avec du THC pur dedans. Ce ne sera pas immédiatement. Comme une Advil, là. Il va y avoir du hash. Ça intéresse plusieurs personnes. Du vrai hash. Effectivement. Ça se trouve plus. Et des joints pré-roulés pour les gens vraiment maladroits et qui vont se passer du plaisir. Ouais. Attends, je lève. Il y en a 2 qui lèvent les mains. Ça roule pas. Hugo fait signe de... Non, il n'y a pas de question. Moi, je vais faire Il y aura au début 100 essences, 100 types de potes. On n'a pas donné les titres, on n'a pas donné les noms. Par exemple, le Purple Kush et tout ça, ils n'ont pas donné les noms, mais il y en aura 100 et bientôt, il y en aura jusqu'à 150. OK, quand même. Ça dépend de la nature de ce qu'ils vont vendre. S'il va y avoir des grandes différences entre si c'est tout de l'indica, puis il y a 100 fois de l'indica, ce ne sera pas génial. Non. Mais on peut avoir des espoirs d'avoir quand même des variétés. Et c'est ce qui m'étonne parce que là, c'est la semaine prochaine, on ne sait toujours pas ce qu'il va y avoir. Où fumer va aussi être un problème. Est-ce que vous connaissez la réglementation maintenant? Seriez-vous où fumer? Nous avons reçu les réglementations du tabac. Oui, parce qu'on a reçu par la poste à la maison une carte postale avec toutes les règles sur le cannabis. Sur le cannabis. Donc, je trouvais ça intéressant parce que ça sensibilise les gens. Voilà.
Marc Hugo qui nous l'a Hugo, une belle René, prends ça. Marc Hugo est sensibilisé. Effectivement. Donc, il parle de l'avoir l'âge légal de 18 ans ou 19 ans selon le territoire. Et le cannabis prend des peines sévères pour quiconque vend ou fournit du cannabis à une personne ayant l'âge en bas de l'âge légal. Oui, c'est super bien. Évidemment. Et il y aura des timbres d'assises sur notre pot. Ce qui va compliquer un petit peu les choses, c'est que la Société québécoise du cannabis prévoit faire 4000 ventes par jour en boutique et en ligne. Ça, c'est ensemble. 4000, répète, 4000 ventes distinctes dans toutes les boutiques et en ligne. Ça, c'est ensemble. On allait sur malade. Donc, c'est comme un gros Tim Hortons. Et donc, ce sera disponible en ligne. Oui, mais imagine, s'ils traitent seulement 4000 demandes par jour, le 17 octobre, ça risque d'être un défi. Mais ça va être l'enfer. Mais c'est sûr que ce sera l'enfer. Bravo. Mais il y a beaucoup de livraisons, René. Est-ce que par contre, du coup, vous êtes sûr que pour le 18, on va être bien, là? On est supposé... Je te rassure. Noël, moi, je t'inquiète, mais on m'a dit de ne pas m'inquiéter. J'ai des relations avec le gouvernement. On va... Bravo. Ouais, j'ai l'impression que, en fait... C'est la CAQ, ça. Hein? Ça va. Ouais, non, c'est pas la CAQ. C'était pendant les libéraux que tout s'est organisé, évidemment. Donc, le pot au Canada, je vais faire un défi pour vous donner une idée comment est-ce qu'on se situe par rapport au reste du Canada. Nous, on n'aura pas de plan à la maison comme au Manitoba et dans le Nunavut. Moi, ça m'étonne déjà que dans les territoires comme Nunavut, il y ait du pot tout court. Ben oui, parce qu'il fait froid quand même. Non, pas ça. C'est qu'ils bannissent l'alcool et les drogues dans la plupart des Dieu, c'est vrai, endroits. Ouais. C'est vrai. Et là, tout à coup, le pot va devenir légal. Il y a des gens qui vont perdre leur job, qui ont arrêté d'envoyer des thermoses de pot dans le Nord. D'un autre côté, ils vendent de l'alcool quand même dans le Nunavut. J'ai un ami qui a fait des cours de dégustation là-bas. OK. Wow! Il a donné des cours. OK. Donc, les autres provinces, ils vont avoir le droit à 4 plants. Et il va y avoir les mêmes lois que pour la cigarette, sauf dans les voitures. On ne pourra pas fumer dans les voitures. Partout au Canada, la consommation de pot, on ne pourra pas fumer du pot et après ça, conduire sa voiture. Le Yukon est le plus libéral de tous. Mais voyons. Oui. Il n'y a pas de limite dans le nombre de plants de pot au Yukon. Ça veut dire que tu pourrais te lâcher lousse. Tu pourrais. Donc, les miniers qui vont chercher l'or peuvent fumer à leur guise. Déjà, si on autorise 4 plants par personne, c'est beaucoup. C'est énorme. Par personne, c'est beaucoup. C'est pas par personne, c'est par foyer. Bon, mais là, en même temps... Mais on imagine que les gens qui vont produire 4 plants de pot vont en fournir pour leurs amis. Certains le font, mais c'est probablement illégal. Mais là, comment est-ce qu'on fait pour dire est-ce qu'il fait partie de mon foyer? C'est illégal si tu vends. Mais si tu fais des cadeaux... Bien, ça, c'est une très, très bonne question, René. Pour ce qui est du tourisme lié au pot, on pense que ça va être une affaire... ça va être incroyable. Une occasion incroyable dont l'Ontario, eux autres vont en profiter, et la Colombie-Britannique, qui parle d'avoir peut-être éventuellement des boutiques et des cafés. Mais au Québec, c'est strictement interdit. Mais qu'est-ce qu'on a ici au Québec? Qu'est-ce qui se passe avec le Québec? On a une grande résistance. D'ailleurs, la CAQ décide de passer ça à 21 ans contre toutes les réglementations fédérales. Et on va aussi limiter à 15 grammes. Je ne sais pas qu'est-ce que va être l'impact, parce que tout partout au Canada, on va avoir le droit d'avoir 30 grammes de pot, mais au Québec aussi, le 17, mais éventuellement, la CAQ nous promet d'essayer de descendre ça à 15 grammes. Donc... vive la droite! Oui, c'est ça. Donc, je vais vous parler des vrais risques, parce qu'on n'arrête pas de parler des risques, et il y a des vrais risques que moi, je perçois, que je lis dans les affaires. Une des premières choses qui va arriver, c'est on ne saura pas trop ce qu'on va acheter, même s'il y a des noms. Parce qu'ils se sont rendus compte dernièrement que, comme Hugo disait, l'indica, sativa, c'est toute la même affaire, mais on s'est rendu compte que même dans les bonnes productions, les noms de potes, chez le même fournisseur, ne veut pas nécessairement dire qu'on a la même chose d'une année à l'autre ou d'un mois à l'autre. Et un Purple Kush, par exemple, ne sera pas la même chose du tout entre un producteur et un autre producteur. Donc, on a une absence de standardisation
peu près absolue. Et il y a seulement aux États-Unis où il y a des laboratoires qui vont te donner des tests et où c'est presque requis, par exemple au Colorado. Il faut qu'on sache comment il y a d'indicats et tout. Et ça va déterminer ton buzz. Et aussi, il y a des gens qui ne voudront pas avoir un pote qui vont les exciter comme par exemple Marc Hugo qui veut pouvoir dormir 8 heures plus tard. Donc, il va y avoir des buzz inattendus, des intensités de buzz qui vont être inattendus et beaucoup d'insatisfaction parce qu'on n'aura pas exactement ce qu'on veut. Mais moi, de toute façon, ça fait comme une dégustation. C'est le même principe. On peut-tu commencer par y goûter, savoir ce que ça nous fait, là, avant de fumer tout le joint au complet puis de se plaindre, là? Hein, je veux dire, que ça prend une espèce ça touche la deuxième... être intelligent, ça touche le deuxième vrai... le vrai risque, c'est... il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de discernement et les comestibles peuvent être mangés et ça prend pas une grande quantité avant d'avoir un très, très mauvais buzz. Donc ça, c'est vraiment terrible. Et comme on sait, il y a des gens qui laissent des armes dans la maison et qu'il y a des enfants. Mais imaginez les brownies et les bonbons aux potes. Ils vont être marqués le niveau de THC, mais s'il y a un enfant de 4 ans qui mange ça, on peut imaginer que ça va peut-être causer des problèmes. Ça, c'est un vrai risque. C'est pour ça qu'ils attendent. Non, mais c'est pour ça qu'ils attendent pour la réglementation. Oui, c'est ça. C'est ça, mais c'est pas une question de réglementation, c'est le risque. Il y a des gens qui sont pas très intelligents. Et ça va poser un vrai problème, j'en suis persuadé. Il y a aussi les gélules, je peux pas imaginer comment est-ce que ça va être facile de se faire un overdose de ça. Ça va être terrible. C'est une autre consommation à faire attention. Non, c'est pas une bonne chose. C'est une pharmacie qui serait ouverte. Ça serait... oui. Et moi, je suis pour la décriminalisation de tout ça, mais là, je me pose vraiment des questions sur tout ce qui s'appelle les produits mangeables et les produits spray et les pilules. Le gars qui est bien chaud, est-ce qu'il va se prendre 2 pilules lors de la prochaine chronique de René? On va faire tous ces tests-là? Oui. Non, on parlera des effets de la légalisation dans les États américains, où on peut fumer du pot. Oui, effectivement. Comment je la merde? Voilà, et là, on parlait de Julie Barbeau, qui va intervenir dans quelques minutes, le temps d'une chanson. Julie qui va nous parler des clubs échangistes de la région. Il y en a des bons, il y en a des meilleurs. Julie, on veut les adresses. On veut tout savoir. Bleu Nuit avec Julie Barbeau. Nous préférons vous en avertir. Oui. Et non, ça sera pas ce soir, les échangismes. Non, ça sera pas ce soir. Rêve. Oui, je sais très bien, mais on n'oublie pas que moi, je suis toujours un peu plus langoureuse dans l'approche, c'est-à-dire, on se souvient que je tente de faire ça en slow sex. Mais pas vite. Et comme on disait ça en français. Sexe en conscience. Jouissance en conscience. Oui, tout à fait. C'est jouir en conscience. Ouais, j'aime ça. C'est le mot français pour slow sex. Ben écoutez, la semaine passée, on parlait de messieurs et de savoir est-ce que c'est important pour vous de vous sentir désiré. On a débattu un peu la chose. Clairement que ça devient de plus en plus parlé, discuté chez les hommes, qu'effectivement, on ressent le besoin de se le faire dire. D'ailleurs, j'ai quelqu'un que je n'aimerais pas qui, pendant l'émission, a reçu un magnifique texto qui disait « Tu es désiré ». Oh. 2 bisous. Oui, d'une de ses nouvelles conquêtes. Je trouvais ça admirable. La jeune femme, effectivement, s'est manifestée. Et je suis... Ah, c'est Maxine. Alors, c'est dit. Maxine s'est manifestée et je crois que ça a le plus grandement à la personne à qui c'était dirigé. Mais là, bon, si ça se trouve, on était rendu à la 3e date. Ça, c'est si on se rendait à la 3e date. Oh. Mais là, imagine-toi donc que, ça n'a pas marché. C'est tellement slow sex, mon affaire, que, écoute, il va falloir recommencer parce que celui-là, ça n'a pas marché. C'était trop slow? Oui, non, mais c'est ça. C'est que, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il a ou elle a perdu intérêt. OK, donc, pour situer les auditeurs qui viennent de se brancher. C'est tout juste que, donc, on était la troisième. On était rendu à la 3e rencontre. On était dans aussi faire en sorte que dans cette rencontre-là, on peut se dire à l'autre, surtout à l'homme, la semaine dernière, comment se manifester son désir, communiquer son désir, puisque c'est apprécié et c'est même, en fait, préférable si on veut la suite. Mais là, dans ma chronique d'aujourd'hui, moi, j'ai décidé, au lieu d'aller à la 4e, ce qui serait la suite logique, je dis, non, mais c'est dans la vie, ça arrive pas de même. Dans la vie, tu voudrais peut-être avoir une 4e date, mais dans la vie, des fois, c'est pas ça qui arrive et tu te fais ghoster. OK, donc,
le classique. Le classique. Corrige-moi si je me trompe. Là, on parle d'une rencontre. On rencontre quelqu'un. On était rendu à la 3e. Ne m'interromps pas. Bonne chance. Donc, on rencontre quelqu'un. Oui. Il y a une rencontre. Oui. Il ne se passe encore rien. Parce que la première rencontre, on a décidé où on a décidé de coucher. Ça, on en a débattu la première fois, à savoir si on couche pas. Il y a certaines rencontres qu'on n'a pas couché, puisqu'on a décidé de faire en sorte qu'on se découvre tranquillement. On fait une rencontre qui se fait dans la profondeur de la conversation, où on a couché. Et effectivement, ça l'a amené à une deuxième rencontre. Ça, c'était la première rencontre. Mais à la 4e rencontre, on a couché 2-3 fois ou on n'a pas couché? On n'est pas rendu à la 4e. On serait techniquement rendu à la 4e. Donc, durant les 3 premières rencontres, oui, j'ai parlé de différents... Est-ce qu'on a couché ou pas? Ça, pour certains, oui, pour certains d'autres. OK, donc c'est la 4e rencontre, on a peut-être couché, on n'a pas couché. Peut-être, dépendamment. Il y a un petit doigt qui se lève déjà. J'ai une question. Alors, juste excusez mon inexpérience, mais ça veut dire quoi se faire ghoster? Ben voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire, au lieu de faire la suite logique qui serait possiblement d'arriver à la 4e pour approfondir de plus en plus et de partir dans une jouissance en conscience, j'ai décidé de faire une espèce de contre-histoire et de briser la suite logique. Et donc, il n'y a pas de 4e rencontre parce que tu t'es fait ghoster ou, pire encore, tu es en train de te faire bencher. Alors, je m'explique. Ghoster, ça vient du mot ghost en anglais qui veut dire fantôme. Jusque-là, je veux Alors, tu as eu une première date, 2 dates, 3 dates et tu as un sens que ça y est, c'est l'homme ou la femme de ta vie. Tu as un sens là, que tu as vraiment quelque chose là, de profond qui est en train de se développer et du jour au lendemain, voilà. Plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image, le silence radio, il n'y a plus ça répond plus aux textos. Tu t'es même fait unfriendé sur Facebook. Like plus tes photos. C'est plus voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus de retour. Il n'y a même pas, en fait, c'est ça la violence du ghosting, c'est qu'il n'y a même pas d'explication. Okay. C'est un phénomène qui est de plus en plus couru et courant. C'est que les gens n'osent plus maintenant rompre ou s'expliquer ou partager ses frustrations ou ses mécontentements. La solution est de dire bye-bye. Mais c'est bye-bye, c'est... Même pas bye-bye. Même pas, il n'y a pas de retour. Alors, c'est d'une violence psychologique qui est quand même très, très, très difficile pour certaines personnes. Et vraiment, tristement, ça se fait de plus en plus. C'est dans cette ère de consommation. Et là, ce que je veux en venir, c'est qu'il y a un autre phénomène qui est de plus en plus parlé. Et ça s'appelle du bencher. À quoi ça va se faire bencher? Pour vous, messieurs, sans faire de stéréotypes. Oui, ça viendrait de quel principe, là? Hockey. Le hockey, le football, j'imagine, le baseball. Tu te fais mettre sur le banc jusqu'à temps qu'on ait bien besoin de tes services ou de remplacer, parce que là, on est bien mal pris. T'es sur la rotation. Et là, t'es sur une rotation. Et ça, c'est d'une subtilité parce que quand ça se développe, là, on est rendu à la 4e en principe. Toi, t'attends la suite de la 4e date. Peut-être après, moi, je sais pas, tu t'es vu 2-3 jours ou peut-être une fois par semaine. Là, tu t'attends à la prochaine rencontre qui serait la 4e. Mais là, tout d'un coup, je sais plus, je sais pas, j'ai pas le temps, qu'est-ce que tu te dirais? Je suis partie en vacances, je te redonne des nouvelles dans 2 semaines. Et là, des petits criquets. On peut-tu avoir des criquets? C'est ça. Voilà. Et là, tu vas peut-être finir par revoir cette personne-là, mais au lieu de l'avoir vue dans l'intérieur d'une semaine, tu la revois à l'intérieur de 3 semaines, 1 mois. Et là, évidemment, c'est extraordinaire. C'est tellement le fun, c'est tellement beau. Puis là, il y a des projets qui se font. Et là, ça continue. La prochaine fois, tu t'attends, tu dis, bon, mais cette fois-ci, c'est sûr que là, on va se revoir là, dans les prochains jours, la prochaine semaine. Mais non. Et là, c'est encore les excuses et tout. Tu te fais bencher. Et ça, c'est dur parce que c'est la petite psychologie de toujours laisser l'espèce d'hameçon, la petite carotte. Le stand-by. Le stand-by. Toi, tu souhaites, tu te remets en question, puis tu veux pas trop pousser. Alors là, oui. Il y a un beau côté à ça.
Les gars qui sont, par exemple, sur des réseaux sociaux me disent que, par exemple, tu t'envoies un like à une super belle fille et tout ça, et elle t'envoie un message et tu as un petit peu de conversation, et là, ça meurt. Et en fait, il ne faut pas se décourager, les gars. C'est juste qu'il faut que tu attendes ton tour. Oui, je serais en accord avec ça si c'était pas qu'il y avait déjà eu au moins 3 bonnes rencontres avant. Sinon plus. C'est surtout ça. Quand ça s'est pas fait au début, qu'on est toujours dans le monde virtuel, effectivement. Mais des fois, c'est parce qu'il y a d'autres personnes en même temps. Ça fait que là, elle a du fun avec quelqu'un d'autre. Fait que là, il faut que tu attendes 3 semaines. C'est possible. Mais ça se dit. Le bencher, c'est pas ça. Bencher, c'est ça. Ça se dit pas. C'est exactement. C'est pour ça que l'autre reste toujours dans une espèce de nuage qui est un peu inconfortable, sinon plus. Là, mais là, ce que moi, ça veut m'amener, c'est que, en fait, là, la personne aurait perdu intérêt possiblement. Mettons là que tu t'es fait ghoster. On laisse le benching on the side, là. On met ça de côté, puis on prend pour acquis que tu t'es fait effectivement ghoster. Alors là, ce qui semblerait être arrivé, c'est qu'il y a eu un manque d'intérêt. Là, il y aurait possiblement 7 raisons à ça. 7 raisons possibles pourquoi quelqu'un t'aurait ghosté, t'aurais mis un terme. Là, t'as fait un lapin. Ou si c'est un gentleman ou une dame, t'as mis un terme. Alors, les 7 raisons possibles. La première des raisons, c'est lust, not love. En français, c'est, et j'adore le mot, luxure. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la luxure. Moi, j'aime le mot luxure. C'est joli, hein? On l'utilise pas assez. On est allé au festival du Gala Juste pour rire, on s'était les 7 péchés capitaux et c'était la luxure. On s'était bidonné, fermé la parenthèse. Mais voilà, la première chose qu'on fait souvent quand on tombe sous les charmes de quelqu'un, les éphéromones, surtout si on est dans la sexualité, qu'on est dans la baise absolue, on peut se convaincre qu'on est tombé amoureux. La première rencontre, la deuxième rencontre, la troisième rencontre, et là, ça commence à accrocher, des affaires, de moins de compatibilité. Mais tu veux pas y croire. Tu veux pas surtout y croire parce que c'est trop agréable, c'est trop sensuel, c'est trop excitant, là, les orgasmes sont bons. Et là, tu peux plus te rendre il faut que tu te rendes à l'évidence, c'est pas une compatibilité de l'ordre plus psychologique, mental. Mais le sexe, c'est bon. Mais le sexe, c'est bon. Mais donc, la première raison, c'est qu'effectivement, tu te rends compte que c'était de la luxure, ça ne sera pas de l'amour. C'est une expérience agréable à avoir, mais si je parle toujours de gens qui sont à la recherche d'un partenaire de vie, ça, c'est une première question à se poser. C'est que c'est pas grave tout ça si t'es pas vraiment envie de te rencontrer quelqu'un pour faire partager ta vie à long terme. Ça, tu as des expériences de vie, c'est merveilleux. Alors, bien sûr, les gens, ce qu'ils oublient souvent lorsqu'ils font des rencontres, c'est de se poser une des premières questions, c'est est-ce que je veux vraiment rencontrer quelqu'un pour partager ma vie? Je ne suis qu'amour. Ben oui, ça, c'est merveilleux quand c'est juste le cas. Mais si tu as envie de projets futurs, si tu as envie d'avoir des enfants, si tu as envie de faire... pressé. Si t'es pressé. Parce que sinon, tu peux avoir du fun puis quand même avoir le projet d'avoir une relation future. Oui, mais ça, j'ai pas dit que ça devrait être plate. Okay. J'ai jamais dit que ça serait plate. Mais c'est parce que ce que je comprends de plus en plus, c'est que les gens prennent pour acquis qu'ils veulent avoir une relation à long terme. Et là, ils passent d'échec en échec parce que dans le fond, ils veulent pas tellement ça. Mais ça, c'est pas grave. C'est juste une fait. Genre, tu parlerais sûrement de moi jadis. D'ailleurs, c'est pour ça que je peux en parler effectivement, que je me suis rendue à l'évidence à un moment donné de ma vie, c'est que j'en voulais pas d'une relation à long terme. Maintenant, c'est de redéfinir les relations qu'on va avoir dans nos vies à ce moment-là. Ça devient de plus en plus intéressant, d'où les espèces de nouvelles expressions. Puis là, je me dépasse un peu parce qu'on va parler de polyamour, de pan-amour, de bicuriosité. On va tout parler de ça éventuellement. C'est toutes des espèces de catégories dans lesquelles on a la possibilité de se mettre sans tomber dans quelque chose de totalement traditionnel, ce qui est très bien. Mais savoir maintenant, quand tu fais une rencontre, de savoir dès le départ, toi, à quoi tu es à la recherche de. Oui, petit doigt que j'aime beaucoup, Noël. Moi, de ce que moi j'entends toujours de quand tu expliques au niveau de l'amour, moi ce que je lis de ton côté, c'est l'amour George Sand.
C'est vraiment la recherche de l'amour absolu, celui qui est... je sais pas si tu as lu George Sand. Oui, je connais, oui. J'ai lu aussi. Pour moi, c'est cet idéal, presque inaccessible, mais... Tu parles-tu de moi? En tout cas, de ce que tu recherches. Je ne te connais pas assez pour pouvoir témoigner de toi. Et en fin de compte, tu sais, je suis d'accord avec toi, et ça, je sais que maintenant, ça l'évolue. Je sais que pour moi, ça l'évolue parce que ça, à mon sens, maintenant, j'en ai fait un peu le tour. Ça a été très, très agréable. J'en aurai sûrement des exemples à vous raconter éventuellement. Mais ce que je comprends maintenant, c'est que pour aller atteindre ce que j'ai envie de vivre davantage, ça va prendre que j'enlève certaines plures que j'ai toujours refusé de faire. C'est-à-dire me montrer. Et c'est un peu la chronique vers laquelle je m'en vais, là. Oui. Mais c'est épluché, c'est ça, doucement, mais pas de façon seulement sexuelle. Ça, on en devient un peu expert si ça se trouve, mais sinon, ça prend que pour avoir une relation qui va s'approfondir et qui va avoir une vraie rencontre. Une intimité. Ah, le mot, voilà. Boum! Boum! Et la peur et l'intimité et sinon la peur de l'intimité. Exactement, se mettre à nu devant l'autre. Devant l'autre. Mais pas, voilà. Et là, on était dans la luxure et non l'amour. Et la sixième raison de se faire ghoster. Et le sixième, on va commencer par la deuxième. Il est arrivé quelque chose pendant la relation, puis on n'arrive pas à pardonner. Il est arrivé quelque chose, à un moment donné, ça l'a accroché, ça l'a tiré fort. Il y a peut-être des choses qui ont été dites ou faites et qu'on n'arrive pas à pardonner. Et là, pouf, la personne disparaît. T'as des varices. Macho! Boum! Il y a une petite caquette. Ça, j'ai tellement posé. Merci, René. 3. Il a fait une certaine prise de conscience très spontanée. Ça part du principe que là, dans ta vie, tu t'en allais dans une direction. On a tous une carte de l'amour. Ça, c'est quelque chose aussi que je vais aussi approfondir éventuellement. On a tous une carte de l'amour, que ce soit conscient. Pour la plupart du temps, c'est inconscient. On a une direction qu'on veut prendre au niveau de l'amour. Et là, pendant la relation, on pensait qu'on s'en allait vers ça, mais là, il y a quelque chose qui se produit dans notre vie. Des fois, c'est des grands bouleversements, des pertes d'emploi, des morts, des décès, ainsi de suite. Mort, décès, c'est la même chose. Mais bon, c'est ça qui arrive, que dans un certain moment, on fait une prise de conscience et qu'on se rend compte que la direction avec la personne qu'on a choisie à ce moment-là de nos vies ne nous convient plus. Et boum, bye-bye, c'est fini. 4. Il y a quelque chose de plus prioritaire dans notre vie qui se manifeste. Ou que, dans le fond, on ne s'était pas rendu compte que c'était plus prioritaire. Souvent, ce qu'on pense, c'est les carriéristes. On veut être amoureux. On a envie de se faire l'amour. On a envie de se faire des projets. Mais Colin, dans le fond, là, je veux me mettre à fond dans ma carrière. Je veux la réussir davantage. Et là, on fait, je suis désolée. Dans un meilleur cas, je vais te le dire, là, que c'est terminé. Mais des fois, on fait juste bye-bye, whoosh, ghost. Bye-bye. 5. Il a fait une autre rencontre. Elle a fait une autre rencontre. Et ça l'arrive également. Et oui, ça, c'est une autre des raisons. Mais ça, j'ai envie de dire, ça se dit. La vie d'une surprise. Ça se dit. Est-ce que je peux juste vous demander à tous et à chacun de ne pas ghoster? Ce n'est pas gentil. Je préfère ta sœur. Je préfère. Ça fait mal. Ton frère. Mais au moins, tu le dis. Voilà. C'est pas gentil, ça. Puis ça, je sais aussi que ça finit par miner. Ça nous mine nous-mêmes, la personne qui ghost. La 6e raison, ce qui arrive, c'est que, elle a peur de l'engagement. Hein? On en parlait de l'intimité. La personne n'arrive pas à vraiment faire les pas de plus. Elle voit déjà là, l'hôtel devant elle. Je parle bien de l'église. Elle voit tout ça. Elle a une vitesse de la lumière passer. Puis là, c'est la panique. Et on ghost. Et voilà, ça l'arrive, mais là, il faut faire du cheminement sur soi-même. 7, pardon. Là, toi, tu as fait une prise de conscience. Ça peut arriver. Des fois, c'est l'autre, mais c'est possible que ça soit toi qui, pendant la relation, à la 4e rencontre, que tu regardes ça devant toi, puis tu vois défiler des trucs, puis tu te dis, finalement, c'est pas la direction. C'est ça. Mon ex, c'était pas si pire, dans le fond. Alors, c'est ça. On est dans ce que je vais vous amener, c'est dans cette carte-là de l'amour, c'est de découvrir quelle est
notre carte à nous-mêmes. Et surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on nous a appris pendant des années, pour trouver quelqu'un, c'est d'aller vers l'extérieur. C'est surtout, est-ce que je suis assez mince? Est-ce que j'ai les cheveux assez blonds? Est-ce que je suis assez jolie? Est-ce que je suis assez sexy? Est-ce que j'ai des plus gros bras? Si tout est fait en l'ordre, c'est souvent les gourous qui nous ont enseigné, c'est d'aller vers l'extérieur de nous. Et plus que ça va et plus que ça commence à renverser la tendance, ce qu'on voit de plus en plus sur tous les articles que je lis pour trouver l'être cher, c'est qu'on nous dit allez plutôt vers l'intérieur parce que la réponse se trouve évidemment dans vous, à savoir qu'est-ce que vous voulez. Et la meilleure question à vous poser, c'est comment vous voyez, vous, dans 5 ans? Alors, quand vous rencontrez quelqu'un, est-ce que vous, déjà, vous pouvez vous imaginer dans 5 ans? C'est ça l'affaire. C'est de pas maintenant, comment je me trouve maintenant, moi. Comme pour les emplois. Comme pour les emplois, si ça se trouve. Ouais, comme les entrevues. C'est ça. Voyez où, vous, dans 5 ans? Ben oui, mais... C'est quoi mais vos c'est pas raisons? tout, c'est- La dernière fois que t'as lâché quelqu'un, Julie, là, pense à ta liste, là. Je n'avais pas de liste, parce que c'est ça que Non, je mais suis en train de les dire. différentes C'est- personnes t'as lâché, là. Ben là, les écoute, raisons. ça a toujours été moi en passant, mais ça, c'est pas... Ça, c'est une autre histoire, Mais sais-tu René. pourquoi? C'est parce qu'ils m'ont toujours donné de très bonnes raisons. Merci, oui. Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission. Hein, bien sûr, ça commence par Bruno Martin, notre réalisateur, producteur. Incroyable, Bruno. Bravo à Bruno. Hein, belle participation. Véronique Bourgeot qui nous parlait de Sainte-Julienne. Oh yeah! Il y a Noël qui nous a fait découvrir un vin, le... Saint-Chinian! Donc, Brun, les fièvres d'Openac. Allez voir notre page Facebook. René parlait de pot et Julie de rencontre. Raison de se faire domper. La semaine prochaine, c'est sous l'influence du pot qu'on fera l'émission. Hein? Dès le départ, on allume un pétard, hein? On se prépare et on enverra le résultat. À tous, un Sur grand YouTube. merci. On sera prêt. Oui.